Dans le cas de la prairie au Canada, comment expliquez-vous une diminution de la valeur quand on passe du milieu naturel à un milieu cultivé? Alors ça, c'est lié à un certain nombre de choses. Par exemple, que quand vous êtes dans des systèmes de prairies naturelles, vous allez avoir plutôt un bilan de fixation du carbone par la prairie qui va être assez important. Alors que quand vous passez à un milieu sur lequel vous allez mettre des ruminants, surtout quand vous le mettez à relativement forte densité, eh bien, vous pouvez très bien passer à un bilan de gaz à effet de serre qui va être positif au sens avoir un effet positif sur l'effet de serre, c'est-à-dire d'être plutôt, au lieu d'être plutôt puits de carbone, vous allez éventuellement diminuer le puits de carbone, mais surtout vous allez avoir d'autres émissions, et notamment émissions de méthane, émissions d'oxyde d'azote, qui fait que le bilan du service écologique par rapport à l'effet de serre, lui va diminuer, et que si par rapport à ça, l'augmentation de la production agricole ne compense pas cette perte du service fixation, vous avez effectivement un bilan négatif. Alors, il ne faut pas en faire une loi, c'est-à-dire que cette idée, il ne faut pas dire à chaque fois qu'on met en valeur un écosystème, eh bien on perd en valeur totale, mais il faut avoir ça en tête, c'est qu'il ne faut pas regarder cette question par le petit bout de la lorgnette et se dire à chaque fois que je vais, par exemple, charger un peu plus un système de prairie pour augmenter un peu la production de lait, est-ce que le bilan écologique va rester effectivement globalement positif? Oui, mais c'est un argument qui est valable pour tous les systèmes d'élevage comparé au système grande culture. Moi, je vois que dans nos régions, on a les terrains les plus fertiles au monde, avec l'Angleterre, le nord de la France, la Belgique, la Hollande. Et c'est parce qu'on a mis les prairies en rotation avec les cultures. On a remplacé la jachère. Mais quand vous parliez pour le Canada des prairies, du système prairial, ce n'étaient pas les prairies naturelles, c'était des prairies cultivées. En termes purement, disons, microéconomiques de l'exploitation, vous le savez très bien actuellement, en particulier en France, il y a un manque d'intérêt à conserver des prairies parce qu'effectivement, le rendement économique des cultures annuelles est très supérieur. Bon, donc ça, effectivement, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai. Par contre, ce que je dis, c'est que on ne voit que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que, par exemple, dans un sol de prairie permanente, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de tonnes de carbone à l'hectare, vous allez descendre dans un système de culture annuelle disons, uniquement culture annuelle successive, à largement moins de 10 tonnes de carbone fixées à l'hectare, et que quand on regarde la valeur économique de la fixation de ce stock de carbone, eh bien c'est à retirer d'une certaine manière au bilan économique de la production, et que effectivement ça peut changer beaucoup les ordres de grandeur. La question que vous posez implicitement, c'est qu'il y a quelque chose qui est rémunéré, qui est la production, alors qu'aujourd'hui, la fonction de fixation de carbone, on l'a monétarisée ici pour montrer cet exemple, mais elle n'est pas rémunérée aux agriculteurs, et donc dans ce cadre, ils n'ont pas intérêt effectivement à la mettre en valeur, d'où toute la question de savoir pour quelle fonction on va rémunérer les agriculteurs, ce qui pose une question des aides agricoles d'ailleurs indirectement. Je vais encore monopoliser pour une autre question. Le robot des herbeurs, est-ce qu'il ne serait pas un peu en contradiction avec tout ce que vous avez raconté là? Parce que pour le robot, il faut d'abord se le payer. Donc il faut dans une agriculture performante, vous devez avoir les plantes bien en ligne et pas de mélange de plantes non plus, parce que le robot va peut-être se tromper là. Il va peut-être supprimer l'association qui va avec. Donc je ne pense pas que c'est un exemple très écologique. Alors, au moins, il remplace les pesticides, d'accord. Alors, est-ce que le robot est condamné à ne suivre que les rangs? Ça, on peut en discuter. Vous savez aujourd'hui que vous pouvez, disons, cartographier, quand vous faites passer une moissonneuse-batteuse dans un champ, cartographier de manière très fine les rendements point par point, et que ensuite, quand vous voulez repasser avec un semoir à engrais, vous pouvez mémoriser cette cartographie des rendements et éventuellement ne pas mettre les mêmes quantités d'engrais aux différents endroits. Et donc, ça veut dire que là, vous n'avez pas du tout des rangs, vous avez un truc hétérogène. Donc, c'est pas exclu de dire que le patchwork que j'ai mis dans mon semoir, je le mets ensuite dans mon robot. Et donc, effectivement, au moins,
en théorie, on peut tout à fait le programmer. Alors par contre, la question de savoir combien ça coûtera et en quoi effectivement tout le monde pourra se le payer, ben ça c'est la question de trouver des technologies un peu soft, mais là aussi c'est quand même des choses dont les prix diminuent pas mal. Donc bon. Et peut-être que dans des contextes où le prix de l'énergie deviendra très coûteux, eh bien, ça sera moins cher d'avoir des robots que de se payer effectivement des quantités importantes de désherbants et de mécanisation. Mais encore une fois, c'est pour en discuter. Ok, merci. Bonjour, merci pour votre exposé. En fait, vous nous mettez au défi parce qu'en tant que scientifique, on a l'habitude d'avoir une démarche où on déconstruit complètement tous les systèmes pour pouvoir mieux les étudier. On a une démarche où on essaie de travailler de plus en plus à court terme parce qu'on est pressé pour avoir des résultats rapidement. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir de la recherche scientifique pour pouvoir répondre aux défis de l'agroécologie? Comment est-ce qu'on peut combiner la démarche actuelle, les pressions qu'on a au niveau du temps qu'on nous laisse pour faire nos manips, entre guillemets, et puis une recherche efficace pour aller vers des systèmes durables à long terme? Ben ça, là, vous posez une question tout à fait fondamentale. Par exemple, supposons qu'on essaye de concevoir un système de protection intégré en production fruitière, en disant, ben voilà, on prend la production de pommes dans un endroit et on veut essayer de mettre en place un système que j'appelais de défense en profondeur. Bon, ça veut dire que il faut des généticiens, il faut des agronomes, il faut des phytopathologistes, il faut des entomologistes pour regarder les fleurs auxiliaires, il faut des écologistes, il faut des gens de l'écologie du paysage pour regarder comment on va structurer ça, il faut éventuellement avec ça des économistes qui testent un peu les différents systèmes, il faut éventuellement des ergonomes qui voient en termes d'organisation du travail est-ce que ça passe dans les lieux d'exploitation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment pour proposer, disons, ces systèmes intégrés, des collectifs de recherche qu'il va falloir créer, encourager, reconnaître, et ça, c'est des vraies questions. La difficulté, c'est qu'on était effectivement dans des systèmes dans lesquels on faisait l'hypothèse que les chercheurs produisaient des briques, d'une certaine manière, des morceaux d'innovation, et que quelque part ensuite, l'intégration se faisait, et qu'au niveau de l'agriculteur, ça arrivait tout assemblé. Autrement dit, on disait finalement, c'est le schéma que je vais vous montrer, un petit peu linéaire descendant, c'est-à-dire que les chercheurs produisaient individuellement ou par petite équipe des pieces of knowledge, des petits morceaux de connaissances, et puis que quelque part en dessous, ça s'assemblait, et puis que l'agriculteur avait ce qu'il fallait. Ce qui était certainement vrai dans des systèmes qui étaient relativement stables et reproductibles, dans lequel on avait le temps de construire ce qu'on appelle les références techniques, et donc bon. Mais dès lors que ça ne marche plus, on voit bien que si tout ça se désynchronise, le fait que chacun continue à chercher des solutions qui ne sont pas co-adaptées, qui ne sont pas pensées dès le départ comme étant co-adaptées, eh bien, risque fort que, in fine, ça ne produise rien d'efficace. Alors ensuite, derrière ça, vous posez la question de l'organisation de la recherche, de l'évaluation des chercheurs, etc. Bon, alors ça serait un vaste débat, mais histoire d'être très polémique, je dirais que le système d'évaluation des chercheurs a été entièrement conçu par les chercheurs eux-mêmes et géré par les chercheurs eux-mêmes. Qui n'est pas d'accord avec ce principe? Bon. Donc, il faut qu'on réfléchisse entre nous. Je veux dire, personne n'a imposé un système d'évaluation de ce type, et je ne connais aucune profession d'ailleurs qui s'est imposé un système d'évaluation pareil. Discuter avec des musiciens, avec des peintres, avec des boulangers, avec des sages-femmes, avec des pompiers, etc. Vous ne trouverez jamais un système d'évaluation pareil dans lequel il n'y a que les pompiers qui évaluent les pompiers, il n'y a que les musiciens qui évaluent les musiciens, etc. Bon, tout le monde, effectivement, a une référence externe quand même. Bon. Mais nous, on a conçu ce système dans lequel on dit ah non, c'est bon. On s'évalue entre pairs, voilà. Mais bon, c'est le début, c'est histoire de lancer une polémique. Merci pour votre remarquable exposé. Vous avez évoqué le progrès génétique et la démarche, je dirais, de prise en compte d'un maximum de biodiversité pour
aller vers un progrès génétique peut-être plus lent, mais peut-être plus affirmé sur le long terme. Et vous avez souligné à juste titre que finalement, on s'en était éloigné parce qu'il y a eu une privatisation, comme dans le domaine de l'exploitation des OGM d'ailleurs, il y a eu une privatisation qui a fait que finalement, on n'a pas peut-être évolué dans le sens qu'on devait évoluer pour une meilleure efficacité sur le long terme et surtout pour une production beaucoup plus intégrée et respectant le milieu naturel. Alors, est-ce que vous voyez des signes quelque part en Europe ou dans le monde où il y a une réappropriation par le service public, par les pouvoirs publics pour essayer de contrecarrer cette dynamique qui semble continuer? On ne peut pas dire qu'il y ait des frémissements spectaculaires. C'est-à-dire que quand on pose cette question de dire, voilà, si on croit que durablement et pour des siècles encore, la production agricole sera basée sur l'agriculture et donc sur des ressources naturelles, et que ce capital naturel, il faut donc ce capital naturel, c'est aussi bien une diversité génétique que des sols, etc. Et qu'il faut concilier des objectifs légitimes de productivité à court terme, mais ces questions qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire du capital long terme. Et ce capital long terme, c'est un bien commun. Et donc un bien commun, ça suppose une intervention, disons, publique pour le prendre en compte. Bon, je fais partie de ceux qui le clamons à chaque fois que l'occasion s'en présente. Mais effectivement, ça vient lentement. Je prends un exemple. Vous savez en gros que même dans des sols à peu près plats comme par ici ou dans le bassin parisien, en zone de sol nul l'hiver, on estime qu'on peut avoir des pertes superficielles de sol de l'ordre du millimètre par an, du fait des phénomènes érosifs d'hiver. Quand on regarde à quelle vitesse au niveau de la roche-mère un sol se forme, eh bien on sait que c'est de l'ordre du centième de millimètre par an. Ordre de grandeur, les spécialistes de pédologie pourront raffiner. Bon. Donc ça veut dire en gros qu'on a une couche de sol qui fait quelques dizaines de centimètres et dont on mange 1 millimètre par an par en dessous, alors qu'on en reforme 1 centième de millimètre par au-dessous. Alors on peut faire un calcul un petit peu court terme en disant bon, on a le temps avant d'en avoir consommé. Mais si on pense l'agriculture sur le très long terme, il n'empêche que, on perd des sols. Et donc ça veut dire qu'il faut dire à un agriculteur, le sol, c'est votre propriété privée, parce qu'il n'est pas question de revenir là-dessus, sinon ça sera l'émeute. Mais en même temps, vous gérez un patrimoine commun pour l'ensemble de l'humanité présente et surtout à venir. Donc ce sol, il a une double dimension. C'est votre outil de production. Et donc vous l'utilisez comme vous le voulez. Vous savez que par exemple, si vous décidez de passer votre sol à l'acide sulfurique, ce n'est pas un délit, ce n'est pas puni du tout. Vous avez le droit de détruire votre sol, c'est le droit romain, droit d'user et d'abuser. Bon. Comment faire effectivement de dire, ça c'est votre droit, mais vous êtes en même temps détenteur d'un patrimoine qui vous vient d'il y a longtemps, de services écologiques du passé, et que vous devez effectivement gérer par rapport à la suite. Et donc c'est ça qu'il faut faire avancer, c'est-à-dire quelle est la manière de faire prendre en compte cette dimension, cette responsabilité de gestion d'un patrimoine commun. Et on pourrait dire la même chose pour le patrimoine génétique, pour la diversité des espèces et autres. Comment faire que des gens qui vont percevoir cet intérêt et qui vont éventuellement les prendre en compte avec un certain manque à gagner du court terme, soient encouragés pour ce faire. Et ça rejoint aussi la question des politiques agricoles. Mais parce que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Dans les discussions qu'il y a maintenant, et d'une manière générale, il me semble qu'on s'oriente dans vos couleurs de l'arc-en-ciel. Une qui a l'air d'être un peu différente des autres, c'est celle qui est relative au long terme, en fait. Pardon, c'est celle qui est relative au long terme. Une fois que le temps long est intégré, est-ce que d'office on n'est pas forcé dans la réflexion d'intégrer toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel?
Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, mais merci de l'idée. Peut-être que ça... Oui, il y a peut-être une couleur qui domine sur les autres, oui, peut-être. Alors juste un point sur le temps long pour vous montrer une des difficultés de l'analyse économique classique. C'est-à-dire, vous dites, voilà, par exemple, j'ai le choix entre créer une station d'épuration qui va fonctionner demain matin et qui va fonctionner pour 30 ans, et au bout de 30 ans, elle a fini de fonctionner, elle est morte. Bon. Et puis j'ai le choix d'aménager l'espace, mais un aménagement écologique, ça met du temps avant d'être efficace, donc les haies, tout ça, ça va commencer à fonctionner écologiquement dans 30 ans et pour l'éternité. Bon. Eh bien, vous montrez aisément que l'analyse économique classique dit qu'il faut prendre le premier choix. Parce qu'il y a ce calcul qu'on appelle l'actualisation ou l'amortissement, qui fait qu'effectivement, le court terme 0,30 ans vaut plus que le 30 infini. Et donc ça pose effectivement toute la question de la planification de ces remembrements écologiques, parce qu'on sait que ces aménagements, on ne sait pas planter une vieille haie. Hein, quand on plante une haie, c'est une haie jeune, et le temps qu'elle devienne fonctionnelle, eh bien ça met du temps, mais c'est vrai aussi pour une zone humide, c'est vrai pour toute une série de choses. On ne peut pas reconstituer instantanément des écosystèmes, et donc ça veut dire que cette prise en compte du temps long, il faut la penser aussi dans les calculs. Par contre, est-ce que rien que ce principe-là induit les autres, on y réfléchit, puis le premier qui a trouvé prévient l'autre. Une question là, oui. Donc moi je suis jeune diplômé ici à Gembloux, de cette année-ci en septembre, et on a un projet à la ville de Bruxelles qui est de créer une ferme urbaine agroécologique via une SBL qui s'appelle le Biodrome. Et justement, on est dans ce dont vous avez parlé, d'innovation participative, et avec les agriculteurs. Et moi, je connais toutes les techniques qu'on nous a apprises ici à la faculté, toutes les biotechnologies et toutes les techniques qu'on peut développer pour justement créer des individus très performants. Mais par contre, je ne connais absolument pas, et on est en train de réfléchir là-dessus, la manière de créer cette innovation participative spécifique au milieu, des actions locales, etc. Est-ce que vous avez des pistes, des idées Alors, étant ici invité, je ne me permettrai pas de relayer votre critique implicite de l'enseignement qui vous a été donné. Par contre, effectivement, si vous vous intéressez à cette question, il y a beaucoup de littérature, notamment sur ce qu'on appelle l'analyse des réseaux d'innovation. C'est-à-dire que déjà, un ensemble d'acteurs interreliés ne sont pas forcément innovants. Vous avez des systèmes qui sont verrouillés, dans lequel, effectivement, les acteurs, pour un certain nombre de raisons, n'ont pas intérêt à évoluer. Donc il y a déjà un certain nombre d'outils, un petit peu d'analyse des systèmes sociaux. C'est ce qu'on appelle l'écologie de l'innovation, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'analyser dans un système social que vous voulez, disons, dans lequel vous cherchez à faire produire du changement, et bien de voir si le système est organisé de manière adéquate ou pas. Bon. Ensuite, il y a la question effectivement de toute une série, alors je ne sais pas si les mots modélisation d'accompagnement ou des choses comme ça vous sont familiers, mais il y a effectivement toute une littérature sur comment effectivement s'associer à un réseau d'acteurs dans une position qui n'est pas de dire voilà l'innovation qu'il faut, mais voilà comment je vais représenter progressivement les idées que vous avez pour travailler un petit peu en feedback. Donc ça, derrière ça, il y a des modélisations informatiques, il y a différents outils, il y a des jeux de rôle, il y a des trucs comme ça. Donc il y a plein de choses. Hein. Si vous vous intéressez à ça, c'est un courant où il y a des savoir-faire et il y a de la littérature, oui. Une question dans le fond, on peut peut-être passer le micro. Merci tout d'abord pour cette présentation. Donc ma question, ça concerne en fait l'objectif principal et l'influence et les effets qu'on pourra avoir, parce que l'objectif sans vraiment s'éloigner des principales choses dans tout ce qui est biotechnologie végétale, c'est par rapport à une production agricole qui satisfait une population mondiale de plus en plus nombreuse. Et si on voit au niveau historique des progrès dans le cadre des biotechnologies végétales, on est parti de la révolution verte que vous avez citée dans votre présentation dans les années 60, et ça montrait qu'il y a eu les avantages et les inconvénients
dans l'utilisation des engrais. Après, passons par tout ce qui est modification OGM, il y a aussi ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui sont pour et contre. Aujourd'hui, on arrive à une utilisation, soi-disant, des robots à travers quelques mensonges écologiques pour faire dévier, par exemple, tout ce qui est insectes pour faire une meilleure production. Est-ce que ces robots-là, et à travers ces mensonges écologiques, n'ont pas d'effet direct sur l'écosystème, sachant qu'il y a un équilibre entre toutes les espèces et les végétaux? Donc, est-ce que ça va influencer ou non? Est-ce que ça a été étudié ou non par rapport aux espèces avec lesquelles on a essayé vraiment d'inventer ces mensonges écologiques à travers des phytohormones ou d'autres choses? Alors, vous posez deux questions importantes. Bon, la première, c'est en quoi les recettes de la Révolution verte, qui sont des recettes à base d'intensification, donc produits phytosanitaires, engrais, mécanisation, irrigation, etc., sont-elles encore éventuellement valables? Et là, moi, mon sentiment, c'est que le défi alimentaire mondial, on le connaît, on a une population qui va continuer à demander et auquel il faudra apporter une alimentation de qualité et en quantité suffisante, et que dans certains endroits qui s'y prêtent, et surtout dans les années à venir, on continue à recourir au modèle de la Révolution verte parce que on n'a pas mis au point les alternatives adéquates. Moi, je dis il faut être pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'on a d'une part un paquet technologique dont on connaît les performances, mais aussi un certain nombre de limites, qui est lié au travail qu'ont fait les chercheurs du passé, et le fait de dire c'est un acquis dont justement on connaît assez bien l'intérêt et les limites, donc ne nous interdisons pas d'y recourir. Oui, mais là je parle à des gens qui sont les chercheurs de demain en disant voilà, ça c'est ce que les gens d'avant ont fait, maintenant voilà les défis pour vous. Bon. Et donc ça pose la deuxième question, c'est est-ce que vous n'allez pas faire demain autant de conneries que ceux d'avant? Alors la réponse est oui, hein, au moins. Bon. Autrement dit que ces nouvelles innovations, ce n'est pas parce qu'elles sont écologiques, technologiques, biotechnologiques et autres, qu'elles n'ont pas potentiellement des effets non encore perçus. Ce qui veut dire que les agents pathogènes sont au moins aussi intelligents que nous, et si vous faites de la confusion sexuelle, il faut regarder si au bout d'un moment, il n'y aura pas soit des mutants qui vont dévier ou qui vont apprendre à reconnaître et donc effectivement, l'évaluation des innovations issues de l'agroécologie devrait être aussi rigoureuse que celle qu'on fait pour des innovations comme des OGM ou autres. Je crois qu'il ne faut pas effectivement dédouaner ces innovations à venir sous prétexte qu'elles sont, disons, animées de principes écologiques de l'évaluation, parce que, vous savez le proverbe, l'enfer est quand même pavé de bonnes intentions, donc vous avez bien raison de dire que l'évaluation se pose de manière tout aussi importante. Merci. Oui. Je peux poser une question ? Oui, monsieur, je vous en prie, vous merci. avez déjà levé la main d'abord. Oui, Bono Boutil, zoologiste. Je me posais la question d'abord de savoir, parce qu'on dit que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer comme on le fait avec l'agriculture intensive, etc., que nos sols se meurent et qu'on ne va pas arriver à nourrir l'humanité si on continue sur la même piste. Et que donc on est en train de creuser des voies alternatives où l'écologie rentre. En même temps, on a une perte de biodiversité qui est importante, qui est en tout cas le nombre d'espèces menacées sur le plan terrestre, environ 30%, une espèce sur 3. Au niveau marin, à peu près la même chose. Ces espèces sont encore là, mais les populations sont écrasées. Comment va-t-on assurer cette transition par rapport à ces questions-là? Nourrir l'humanité et passer à une autre agroécologie, l'agroécologie. Merci. Le fait que quand on regarde disons, le cahier des charges de l'agronomie de demain, hein, c'est-à-dire le fait effectivement qu'il y a un défi en termes de production quantitative, un défi en termes d'arrêter, d'essayer de limiter l'érosion de la biodiversité, voire de redévelopper du capital écologique,
et ceci sous contrainte des changements globaux, changements climatiques et autres, dont les scénarios s'affinent de plus en plus, c'est vrai qu'il y a un défi qui parfois fait frémir, quoi. On se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Bon. Mais d'un autre côté, je veux dire qu'il faut absolument qu'on y arrive, parce que derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui sont... Bon. Mais effectivement, vous avez raison. Alors, par rapport à ça, moi, je pense vraiment qu'il faut être très prudent sur les clivages idéologiques. Bon, un des clivages auxquels peut-être vous faites allusion, c'est ce fameux débat entre land sparing et land sharing. C'est les gens qui disent, ben voilà, il faut mieux concentrer la production agricole sur des zones aussi limitées que possible et super intensifiées, de manière à laisser des territoires très vastes où il n'y a pas du tout d'agriculture. Donc comme ça, il y a d'un côté le défi alimentaire et de l'autre le défi biodiversité. Puis de l'autre, il y a des gens qui disent, mais non, il faut au même endroit avoir des systèmes intégrés multifonctionnels. Bon. Moi, je crois que si on pose la question comme ça, d'abord, il n'y a pas de réponse. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut mieux faire l'un que l'autre? Qu'on constate effectivement que dans un même endroit, quand on fait de l'intensification agricole, on ne voit pas tellement dans les autres endroits se développer de la biodiversité. Donc, il y a effectivement... Bon. Et que, effectivement, suivant les endroits... de même, je prends un exemple concret qui est le débat des messicoles dans les cultures, dans lequel un certain nombre de gens disent, mais quand même, autrefois, il y avait dans les cultures de blé, de l'agnelle, du bleuet, du coquelicot, enfin toute la flore messicole qu'on a importée d'Asie, en même temps qu'on a importé les céréales, enfin au néolithique. Bon. Et qui disent, c'était quand même beau ces champs de blé dans lesquels il y avait des fleurs. Bon. Est-ce que vraiment il faut vouloir absolument qu'il y ait des belles fleurs au milieu des champs de blé, ou est-ce qu'il faut mieux pas dire il y a quand même des zones en bordure avec des bandes enherbées et autres dans lesquelles on cultive un petit peu la diversité florale, mais qu'au centre du champ de blé, il faut avoir surtout du blé, quoi. Autrement dit, faire un petit peu de partage de l'espace quand même. Mais d'un autre côté, le fait de dire on le fait à petite échelle, c'est-à-dire on dit dans la même exploitation agricole, il faudrait qu'il y ait quand même des zones qui soient davantage dédiées à la protection de la biodiversité, il faut trouver la bonne échelle, quoi. Mais sur le fond, est-ce qu'on va y arriver? Je suis d'accord avec vous que... Alors là aussi, il y a des gens qui disent, mais vous surestimez les problèmes. Bon, vous connaissez un certain nombre d'écrits en disant il y a encore plein de terres qui ne sont pas cultivées. Mais ça, c'est quand même vu un peu par satellite, hein. Et que quand on analyse pourquoi les gens ne cultivent pas les terres, c'est déjà parce qu'un agriculteur africain qui se lève le matin, quand il réussit à piocher avec sa main et sa femme 1 hectare par an, c'est déjà beaucoup, quoi. 1 hectare et demi. Essayez, si vous bêchez vous-même votre jardin, dites-moi combien vous réussissez à entretenir de surface avec votre bêche, hein. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des limites de ce genre. Oui, donc... Moi, ma question concerne l'enjeu par rapport aux innovations en termes de recherche. Donc, suite à la question qui vous a été posée, vous avez proposé un assemblage de spécialistes qui concevraient l'innovation, qui co-construiraient l'innovation et qui assurerait la compatibilité des innovations dès le départ. C'est un peu ça que vous avez proposé comme modèle. Mais est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt de gérer l'articulation de ces spécialistes avec les praticiens, avec les gens de terrain et avec aussi le monde de l'entreprise et avec la société, les citoyens, pour élaborer leur programme de recherche, pour élaborer des innovations compatibles avec votre modèle aussi de système, d'une multiplicité de systèmes viables qui sont gérés par justement les gens de terrain. Et si on veut adapter les innovations à cette multiplicité, est-ce qu'il ne faut pas renforcer et innover dans cette articulation entre les différents niveaux de la société finalement? Je pense que les deux points ne sont pas incompatibles, au contraire. C'est-à-dire que, comme on le voyait précédemment, cette question des collectifs d'innovation
qui ne sont pas uniquement constitués de chercheurs professionnels, mais qui associent effectivement des praticiens, etc., pour faire de l'innovation participative. Bon, je l'ai dit, ça me semble un élément assez important, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut peut-être pas que le chercheur soit tout seul et qu'il y ait aussi dedans peut-être une diversité de compétences de chercheurs. Parce que il y a quand même une spécialisation nécessaire des chercheurs. Donc on ne peut pas rêver d'avoir effectivement, de voir revenir demain des chercheurs qui seraient à la fois agronomes, phytopathologistes, généticiens et autres. Donc notre métier fait qu'il y a une nécessaire spécialisation et que la question, c'est un petit peu la question de celui qui essaie de constituer un orchestre philharmonique. Il a besoin de bons joueurs de violon, de bons joueurs de cordes, etc. Et donc c'est l'assemblage qui sera la performance. Et donc il y a les deux, je crois qu'il y a effectivement avoir des collectifs qui soient divers et qui associent des praticiens et puis des chercheurs et puis des gens qui sont effectivement au niveau de l'innovation et de la créativité. Se mettre dans l'état d'esprit que le chercheur, dans ses collectifs, ne se comportera pas peut-être de manière assez différente et que son rôle, et j'évoquais les questions de modélisation, d'accompagnement, sera peut-être un rôle assez différent du système traditionnel, et en même temps assurer cette interdisciplinarité. Je crois que c'est effectivement un peu le cahier des charges. Et ça rejoint effectivement la question de la formation au travail en mode projet, c'est-à-dire de commencer très tôt, et dans des écoles comme les vôtres, là encore une fois, je ne veux pas donner de leçons sur la manière d'enseigner, mais de dire effectivement, est-ce que aussitôt que possible, on peut mettre en place des étudiants, des groupes d'étudiants qui, sur un projet donné, apprennent justement ce que c'est que travailler ensemble, parce que ce n'est pas si simple d'interagir avec des cultures, des expériences, des représentations différentes. Donc je crois que les deux sont à suivre. Cédric. Oui, bonjour. Vous nous annoncez qu'on va sans doute faire beaucoup de bêtises à l'avenir et je vous crois sans peine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on n'interroge pas suffisamment le couple technologie ou innovation avec l'idéologie qu'elle sous-tend? Je vais vous étayer mon propos avec le petit exemple classique de la bibliothécaire. Qui fait 4 ans d'études de bibliothécaire documentaliste, assez difficile. Et puis quand je me présente à la bibliothèque et qu'il y a une panne de courant, elle ne sait plus me prêter un livre parce qu'on a informatisé la bibliothèque et qu'elle ne sait plus remplir une fiche en fait et que ça lui est interdit. Et donc ce que l'informatisation de la bibliothèque sous-tend comme idéologie, c'est que la machine est plus puissante qu'une dame ou un monsieur qui ont fait 4 ans d'études. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne discute jamais dans nos enceintes. C'est ce couple entre nos innovations technologiques et les idéologies qu'elles sous-tendent. Il y a énormément d'innovations qui ont été portées par les milieux agronomiques qui, en fait, sous-tendaient, par exemple, la privatisation du vivant. Et les exemples foisonnent. Et on ne les interroge jamais parce qu'on se drape dans notre neutralité technique ou scientifique. Et on se dit que la société fera bien, gérera bien, et c'est le fameux exemple de la télévision, l'invention n'est pas un problème en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Je pense que c'est une tragique erreur de raisonnement, et je pense qu'en agroécologie, qu'on fasse des collectifs ou qu'on ne les fasse pas, qu'on soit interdisciplinaire ou non, si on n'interroge pas l'idéologie qu'on véhicule avec la technologie, on passe à côté d'énormes choses. Un monsieur a évoqué, parce que l'image du robot a frappé pas mal de gens apparemment, en tout cas autour de moi, le robot, c'est pas seulement le fait qu'on puisse le payer ou non, c'est le fait qu'il enchaîne la personne qui l'a acheté à un système bancaire qui lui prête l'argent et à un système technologiste de réparateurs qui doivent venir à sa place réparer le robot parce qu'il n'a plus en main les moyens et aller à son échelle. Et donc ça c'est jamais discuté, ce type de choses-là. Donc le rapport entre technologie et idéologie. Et je ne l'ai pas trop perçu dans votre exposé. Je vous remercie. Là aussi, ça serait un vaste débat parce que, bon, derrière idéologie, il y a des mots un peu différents qui supposeraient de parler un peu d'épistémologie, qui se parleraient... Bon, je préfère parler de représentation, mais en tout cas, vous avez raison, c'est-à-dire que
le fait que, et je pense en avoir un peu parlé par exemple à travers ce qu'on peut appeler l'idéologie de l'homogénéisation, c'est-à-dire qu'il faut effectivement considérer que homogène c'est mieux qu'hétérogène, quoi, et que tout le combat doit être vers l'uniformité. Bon. Et donc effectivement, il faut se rendre compte qu'un système d'innovation, il se place dans un contexte socio-culturel qui nous imprègne et qu'on a en tête, et que c'est par rapport à ça, de même que vous l'avez peut-être noté, quand on parle de la notion d'optimum, c'est l'optimum par rapport à un référentiel. C'est pas bon. Et donc le fait de visiter ça, c'est important. Mais d'un autre côté, le fait que pour innover et pour être créatif, il faut d'une certaine manière avoir une idéologie, mais au sens d'un système de représentation qui donne envie, et qui donne envie d'être créatif. C'est pour ça que je n'utilise pas trop le terme idéologique, qui est souvent connoté un peu négativement, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un projet, quoi. Mais ça mériterait vraiment qu'on élabore un peu plus autour de ça. Mais en tout cas, vous avez bien raison pour dire ce qu'on va produire, ce ne seront pas des objets neutres, ce sont des objets ambigus. Et que la question, effectivement, dès lors qu'ils sont ambigus, s'ils sont neutres, ça veut dire qu'on peut les utiliser dans toutes les conditions. S'ils sont ambigus, ça veut dire que suivant l'usage qu'on va en faire, ils auront des effets positifs ou négatifs. Autrement dit, c'est cette fameuse image du pile et du face, ou de Janus bifrons, c'est-à-dire que on a tendance, et ça en chercheur on a vraiment du mal à s'en défaire, de considérer toujours, on présente toujours l'innovation par sa face blanche. C'est-à-dire on la montre positivement parce que c'est notre bébé, on en est content, etc. Et puis c'est assez souvent d'autres qui disent mais nous on a regardé derrière et il y a une face qui est beaucoup moins blanche. Et pour regarder l'image du blanc, puisque j'en parlais, relisez dans les années 60 tout ce qu'on disait sur la houille blanche. Mon Dieu, qu'elle était belle, la houille blanche, hein, elle était propre, elle avait tout ce qu'il y avait. Puis ensuite, on s'est rendu compte que l'impact des barrages sur les écosystèmes aquatiques posait quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une génération d'innovation, on a tendance à les montrer d'abord sous l'angle positif. Et on pourrait poser des questions, même sur les énergies renouvelables, que là aussi, on prononce d'emblée comme effectivement sous la face blanche. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut s'exercer soi-même à retourner la pièce. Hein. Je vais peut-être me permettre de poser une question aussi. Pour permettre et inciter à cette transition, je pense qu'il est nécessaire de penser aussi les mécanismes de rétribution des inventeurs. Et donc vous nous proposez une innovation qui porte en bonne part sur des interactions, des originalités que l'on va faire porter sur des interactions, les plans de piège, les leurres, etc. Je vois une difficulté dans les mécanismes, dans la définition des mécanismes qui vont permettre de stimuler l'innovation en rétribuant ce type d'innovation qui porte sur des interactions et pas sur une semence, sur un intrant, etc. Est-ce que vous avez des pistes qui permettent de favoriser cette innovation portant sur des interactions en définissant donc les mécanismes de protection intellectuelle qui seraient adaptés? Alors, là, c'est une question tout à fait intéressante, c'est-à-dire que cette innovation combinatoire pose la question du modèle économique. Et elle le pose de manière très claire, par exemple, sur toutes les entreprises coopératives dont le modèle économique est basé sur la fourniture d'intrants aux agriculteurs, donc des engrais, des produits phytosanitaires, des semences et autres, et qui réfléchissent actuellement en disant quel serait le modèle économique de remplacement. Bon, je prends une coopérative dans l'Ouest en France qui a dit en 2020, on veut que 30% de notre chiffre d'affaires soit basé sur justement ces services. Quel pourrait être le modèle économique? Alors, est-ce qu'il y a des pistes? Alors, tout d'abord, faire remarquer quand même que le modèle de la protection intellectuelle est un modèle qui n'est pas si généralisé que ça. Vous m'avez offert un merveilleux repas à midi, dont je vous remercie à nouveau. Le cuisinier qui fait de la combinatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez qu'on ne peut pas breveter une recette de cuisine.
donc tout son art de la combinatoire, il a un modèle économique de valorisation qui est basé sur autre chose. De même, vous savez que très peu de process agroalimentaires sont protégés par brevet. Autrement dit que là aussi, parce qu'il y a beaucoup de combinatoires, alors il y a des méthodes de protection dont certaines pourraient un petit peu agacer, mais effectivement ils ont permis de construire un modèle économique de ce genre. Donc effectivement, c'est un petit peu la question de l'économie des services, c'est-à-dire comment quelqu'un qui serait disons un bon cuisinier de l'agronomie et qui permettrait à un agriculteur de raisonner effectivement une combinatoire adaptée à sa situation particulière et dire bah, tiens, on pourrait faire ça, et ben comment il va pouvoir vendre ça. Alors, il y a une des pistes, parce qu'on pourra en discuter longuement, mais qui est qu'est-ce qu'on appelle l'économie des usages, c'est-à-dire le fait de dire, par exemple, je ne vous vends pas des pesticides, je vous vends de la protection, je vous vends un service intégré de protection des cultures. Je prends un exemple encore plus idiot, c'est je ne vous vends pas des dissolvants à peinture, je vous vends un service de dissolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je viens vous voir, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dissoudre? Alors voilà, j'ai à dissoudre des machins, des trucs. Bon, eh bien écoutez, je vous amène mes solvants, et une fois que vous avez dissous, vous me rendez mes solvants. Donc, je vous ai dissous ce que vous aviez à dissoudre. Et bon, quel est l'intérêt de ce modèle? C'est que vous avez tout intérêt à fournir des produits de qualité pour résurer. Bon. Et puis ensuite, comme vous les récupérez, effectivement, c'est à vous d'assurer toutes les questions d'impact environnemental et autres. Donc, vous avez vendu un service. Et on pourrait se dire que cette économie des services, dans laquelle on dit je ne vous vends pas des produits phytosanitaires, mais je vous analyse votre question de protection phytosanitaire et je prends en charge effectivement la combinatoire des ressources adéquates, pourrait être des modèles économiques. Alors la difficulté que ça pose, c'est qui est-ce qui empoche la valeur ajoutée, hein, c'est-à-dire qui est-ce que dans cette affaire, qui est-ce qui va, enfin, où va se concentrer dans cette nouvelle agroécologie, la valeur ajoutée, est-ce que les agriculteurs vont en capter un plus grand nombre? Est-ce que ça va être effectivement plutôt les distributeurs, les fournitures d'amont? Là, il y a une vraie question. Alors moi, j'ai une conviction à peu près certaine, c'est que même si les agriculteurs dégagent de la valeur ajoutée, ils se la feront piquer. Ça a commencé au néolithique et ça a duré depuis 100 siècles. Bon. Donc à chaque fois que les agriculteurs ont dégagé un peu de valeur ajoutée, c'est soit les seigneurs, soit les bandes armées, etc., qui leur ont piqué leur valeur ajoutée. Donc ça va durer. Hein. Donc ça, je suis un peu fataliste, mais je pense... Ou alors c'est les impôts, mais enfin bon, à chaque fois, ça marche. Mais par contre, il y a quand même des modèles d'économie de service ou des choses comme ça. Merci. Il y avait encore une question par laquelle nous terminerons peut-être. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Dans le fond, ma question, c'est plus l'agroécologie qui est une approche de gestion très innovante. Mais on est souvent confronté par des politiques internationales. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce qui veut enlever les frontières et libéraliser en quelque sorte les marchés, notamment les marchés agricoles. Je me demandais si l'approche agroécologique était compatible avec ces politiques et sinon, quelles seraient les politiques qui pourraient en quelque sorte promouvoir cette approche de l'agroécologie? Là, écoutez, moi je suis un grand défenseur de la politique agricole commune, au moins à ses débuts. Ensuite, on peut en discuter, mais le fait de dire, voilà, un ensemble de pays qui veut développer son agriculture et qui, par rapport à ça, met en place des protections aux frontières pour assurer la fourniture des produits par ses propres agriculteurs, je pense que dans un certain nombre d'endroits du monde, le fait que ça se remette en place et qu'un certain nombre de, non pas d'États, mais de groupes d'États disent, voilà, nous on veut un modèle de société dans lequel notre alimentation est produite par nos agriculteurs, ça ne veut pas dire un système complètement fermé, mais un système dans lequel on privilégie ces productions, je pense qu'on va le voir revenir.
ne serait-ce que parce qu'effectivement, un certain nombre de pays ont durement éprouvé à travers les crises alimentaires que le fait de se baser sur un aliment pas cher importé par le commerce mondial, eh bien, en situation de crise, ils avaient de graves difficultés. Alors, il y a des pays européens qui l'avaient déjà compris, comme la Norvège, qui, pendant la dernière guerre mondiale, a failli mourir de faim parce qu'elle avait trop compté sur les importations, et donc qui, du coup, soutient son agriculture, même dans des endroits effectivement difficiles. Mais effectivement, si on veut vraiment que ces agricultures se fassent, bon, c'est ce que disait Edgar Pisani, un ancien ministre de l'Agriculture, le monde a besoin de toutes ces agricultures, et si on veut les protéger, ça aussi, ça rejoint la question du capital, c'est des savoir-faire, c'est des cultures, et donc effectivement, si on les perd, et c'est vrai en particulier pour les savoir-faire de l'élevage aussi, si on les perd, les reconstituer, eh bien, ça prendra énormément de temps, parce qu'il y a des savoir-faire empiriques, il y a toute une série de choses qu'on perdra. Donc, eh bien, effectivement, il faut repenser une certaine protection d'ensemble qui ont envie de construire un avenir qui ne soit pas uniquement complètement globalisé. Bon, ben, mais là, on rentre dans un terrain un peu plus politique, mais ça fait partie de la question, oui.